Bonjour à tout le monde. Donc on va continuer par une conférence qui va être présentée par le professeur Salem, qui est professeur agrégé en nutrition et maladies nutritionnelles dans le service d'hépatogastroentérologie de Monastir. Et donc c'est intitulé Apport de la vitamine D dans les maladies auto-immunes. C'est vraiment un sujet d'actualité. Merci. Merci à vous. Donc bonjour, on va voir l'apport de la vitamine D dans les maladies auto-immunes tout en insinuant son rôle auprès de pathologies gastriques, puisque la majorité du public cible, c'est des gastrologues. Donc finalement, l'histoire de la vitamine D, même si elle a été longtemps cantonnée à ses effets dans le maintien de l'homéostasie phosphocalcique et la promotion de la santé osseuse, on trouve des vestiges de son utilisation dans le système immunitaire, puisque ça remonte à l'Égypte ancienne qu'on utilisait des cures de soleil pour traiter certaines pathologies infectieuses et les scientifique Niels Rubeck Finson a été compensé par le prix Nobel en 1903 suite à son utilisation des radiations lumineuses dans les traitements de tuberculose. Par la suite, c'était en 1983 que les effets immunologiques de solarium et de l'exposition aux rayons solaires ont été bien documentés et que l'utilisation des sanatariums a été largement répandue pour traiter le tuberculose. En effet, ces effets plébiscités de cure des soleils sont dus au fait que notre peau, elle est capable de synthétiser de la vitamine D sous l'effet d'une exposition au soleil, et ceci nous renvoie vers le fait que le terme de vitamine n'est pas très propice, puisqu'une vitamine veut dire que c'est une substance que notre corps n'est pas capable de synthétiser, mais notre corps il est capable de synthétiser, et c'est la majeure source, c'est une source endogène sous l'effet d'exposition aux rayons UV. On en trouve dans l'alimentation, dont le poisson, le jaune d'œuf et les champignons. Certains aliments sont fortifiés, notamment les produits laitiers, et on en trouve sous forme de suppléments, soit de forme de vitamine D ou bien de D3. Mais quelle que soit son origine endogène ou exogène, c'est une forme inactive de vitamine D. Elle subira une première hydroxylation au niveau hépatique en position 25 sous l'effet de nombreuses enzymes pour aboutir à la 25-hydroxyvitamine D qui est la forme dosable mais qui est inactive. C'est au niveau du rein et au niveau des cellules immunitaires qu'on trouve la 1-alpha-hydroxylase qui va nous donner la vitamine D active. Cette vitamine D sera par la suite catabolisée par une enzyme, la CYP24A1, qui va nous donner un métabolite hydroxylé en position 24 et donc inactif. Cette vitamine D active, elle est soumise à une régulation fine puisque la PTH est capable de stimuler la 1-alpha-hydroxylase pour promouvoir encore la synthèse de 1,25-hydroxyvitamine D et d'inhiber son catabolisme en inhibant l'activité d'une enzyme, la CYP24A1. La vitamine D, elle est capable de s'auto-freiner. Si elle va voir son taux augmenter dans le sang, elle va freiner sa synthèse en inhibant la PTH, et ceci va être exploité par la suite pour mesurer le taux de vitamine D active et mesurer l'efficacité de nos interventions thérapeutiques en matière de supplémentation en vitamine D, mais aussi elle est capable de stimuler son catabolisme en stimulant une enzyme, le CYP24A1. Ainsi, une vitamine aux mœurs de hormone, c'est une préhormone et même une hormone. Elle a un rôle très bien étiqueté dans le maintien de l'homéostasie osseuse. Elle a un rôle qui remonte déjà à une époque ancienne dans l'immunité, et c'est moyennant la stimulation des transcriptions génomiques. Elle a d'autres rôles, c'est la substance à tout faire, le contrôle de la glycémie, la régulation de la pression artérielle, la régulation de l'apoptose, ainsi que de nombreux effets hormonaux. En effet, son implication dans le métabolisme osseux remonte au fait qu'elle stimule le métabolisme, qu'elle stimule l'absorption du calcium au niveau du duodénum, elle stimule la réabsorption du calcium au niveau des tubules rénaux, et elle stimule l'accrétion osseuse en maintenant l'homéostasie phosphocalcique et l'homéostasie osseuse. On trouve des récepteurs à la vitamine D au niveau ubiquitaire. On en trouve au niveau de la première barrière de défense de notre organisme, c'est-à-dire au niveau de la barrière intestinale, où elle va stimuler et renforcer les jonctions serrées et s'opposer à l'intrusion des agents pathogènes, tout en modulant les microbiotes, l'un des acteurs clés dans la physiopathologie des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin. On en trouve aussi le récepteur VDR au niveau des macrophages et des monocytes, les cellules clés de l'immunité innée, mais aussi aux cellules des cellules dendritiques et les cellules présentatrices de l'antigène. Nos cellules de l'immunité spécifique adaptative, à savoir lymphocytes T et B, sont équipées d'un récepteur VDR, et ceci nous renvoie à son rôle très important auprès de nos cellules immunitaires. Quant à l'immunité
quant à l'immunité innée, elle a un rôle antimicrobien direct, moyennant des effets transcriptomiques qui vont stimuler la synthèse de gènes impliqués dans la fabrication des peptides antimicrobiens. Elle a un rôle très bien détaillé auprès des cellules dendritiques qui a été prouvé in vitro en exposant ces cellules dendritiques au calcitriol. Il a montré qu'il diminue les cytokines en pro-inflammatoires en tête des listes, les TNF-alpha. Elle augmente les cytokines anti-inflammatoires et elle diminue l'expression de molécules CMH2 qui va stimuler le recrutement d'autres cellules immunitaires. Quant à l'immunité adaptative, on trouve qu'elle va diminuer des lignées lymphocytaires qui sont très impliquées dans l'auto-immunité, notamment les lymphocytes cytotoxiques Th1 et Th17 et qui sont le chef d'orchestre dans l'auto-immunité, mais aussi elle diminue la prolifération et la différenciation des lymphocytes B avec la production de auto-anticorps de foie autoréactifs qui constituent le substratum physiopathologique de beaucoup de pathologies auto-immunes. Mais pas que ça, elle va augmenter aussi les lymphocytes T régulateurs pour promouvoir la tolérance au soin, notamment les LT régulateurs et les LTHD. Finalement, l'aboutissement de cette régulation au niveau du système immunitaire adaptatif va aboutir à la diminution des cytokines pro-inflammatoires, notamment les TNF-alpha, l'interféron gamma, l'interleukine 17, et elle va diminuer les intégrines et les CD20 tout en augmentant les cytokines qui sont anti-inflammatoires. D'une manière très schématique, elle va diminuer les lymphocytes Th1 cytotoxiques et les lymphocytes Th17 tout en stimulant des lymphocytes qui sont plutôt régulatrices et qui vont empêcher l'emballement de notre système immunitaire, notamment les Th2 et les T régulateurs, avec la promotion des cytokines qui sont plutôt immunomodulatrices, notamment les TGF-bêta, et en diminuant les cytokines qui sont très inflammatoires, notamment les TNF-alpha. Et là, elle va reproduire les actions de molécules très innovantes dans les traitements des maladies auto-immunes, notamment les biothérapies avec une action des anticorps monoclonaux anti-TNF-alpha, les actions anti-cytokines, puisque finalement, elle va dépléter le taux des TNF-alpha, elle va dépléter le taux d'interleukine 12 et d'interleukine 6, mais aussi elle a un rôle dans l'inhibition de la différenciation des lymphocytes B, et là on voit qu'elle réunit toutes les propriétés de molécules innovantes dans les traitements de maladies auto-immunes. Et c'est moyennant l'effet transcriptomique, puisque la vitamine D au niveau des cellules immunitaires, elle va se complexer à son récepteur, à savoir le VDR, qui va se complexer à son tour au récepteur RXR pour s'effixer au niveau du promoteur de gènes impliqués dans la modulation de l'immunité. Ainsi, ceci va nous mettre en perspective son rôle dans la physiopathologie des maladies auto-immunes, où on a un substratum physiologique commun qui est le dérèglement et la rupture de la tolérance au soin, avec le lucky gut, à savoir l'hyperperméabilité intestinale, et selon un mécanisme de mimétisme moléculaire, va stimuler une orage cytokinique responsable des dégâts cellulaires. En effet, ces arguments in vitro qui plaident en faveur de son rôle bénéfique au niveau des cellules immunitaires a été largement mis en revue par d'autres arguments, à savoir les arguments épidémiologiques, des arguments expérimentaux, mais aussi des arguments cliniques. En effet, on trouve que au cours de maladies auto-immunes, on a une prévalence accrue de l'insuffisance et de la carence en vitamine D. Un autre argument épidémiologique, c'est les gradients nord-sud. En fait, on trouve qu'il y a une prévalence beaucoup plus augmentée dans les régions nordiques à haute latitude, où on a des latitudes qui sont supérieures à 50 degrés, où on a une faible exposition au soleil par rapport aux régions situées à l'équateur. Ça a été très bien documenté dans la sclérose en plaques, avec des variations saisonnières de l'incidence des maladies auto-immunes. Un deuxième argument épidémiologique est que le fait que l'activité de maladies auto-immunes est corrélée à notre statut en vitamine D. Ceci a été prouvé même en matière de Mickey. On a trouvé une incidence augmentée dans les régions à haute latitude. Deux observations émanant de l'étude Nurses Health Study montrent que les infirmières qui ont un taux conservé de vitamine D avaient un risque moindre de développer de Mickey, et ça a été corroboré par une méta-analyse montrant que les déficits en vitamine D est prépondérant parmi les patients atteints de Mickey. Les patients ayant une hépatite auto-immune n'échappent pas à cette règle, puisque 81% de ces patients ont un déficit en vitamine D, et que ce déficit a été associé à une corticorésistance, à une sévérité de l'atteinte histologique, ainsi qu'à un échec thérapeutique. Et il en ressort qu'un taux très déplété en vitamine D est un marqueur de mauvais pronostic dans les hépatites auto-immunes.
Un autre argument épidémiologique de poids, c'est le polymorphisme génétique, où on a montré que la mutation qui touche le gène VDR, qui est le gène de récepteur à la vitamine D, est très prévalent dans les maladies auto-immunes et qu'il est associé à la sévérité de maladies auto-immunes. Ces mutations ont été rapportées dans le lupus érythémateux systémique, dans le diabète type 1, mais aussi dans la sclérose en plaques, avec l'association à d'autres polymorphismes, dont des enzymes qui sont impliquées dans le métabolisme de la vitamine D. Ces polymorphismes de VDR ont été rapportés dans les Mickey, ainsi que dans les hépatites auto-immunes, et ils ont été incriminés dans la suractivation des lymphocytes T et B, rendant compte des dégâts histologiques. Mais finalement, l'association des arguments épidémiologiques ne montre pas toujours un lien de causalité, et il faut vérifier ces données chez l'animal. On a montré que l'adjonction du calcitriol permet de prévenir la destruction des îlots de l'endurance appelés les insulites chez des souris diabétiques. On arrivait aussi à tempérer l'arthrite inflammatoire moyennant l'adjonction du calcitriol au régime des souris ayant des modèles d'arthrite inflammatoire, et on arrivait à résoudre l'hyperprolifération des kératinocytes chez des souris atteintes du modèle de souris atteintes de psoriasis. Aussi, on peut tempérer les manifestations lipiques moyennant l'adjonction du calcitriol chez des souris avec un modèle lipique. Ceci est valable en matière de sclérose en plaques, ainsi que le modèle des souris ayant des Mickey, ou bien analogie à la Mickey chez l'homme, où on arrive à modérer le tableau digestif moyennant l'adjonction de ces calcitriols. Qu'en est-il par rapport aux études cliniques, parce que l'homme n'est pas la souris, finalement, elle a un effet préventif, puisqu'on peut diminuer les risques de diabète type 1 moyennant l'administration de vitamine D chez des enfants et à prévenir le risque ultérieur de développer un diabète type 1, à diminuer les risques de polyarthrite rhumatoïde, mais aussi à diminuer le risque de sclérose en plaques et la thyroïdite d'Hashimoto et le psoriasis. Pareil, elle a un effet curatif, puisque si on n'est pas à titre même de guérir un diabète type 1, moyennant l'administration de calcitriol, on peut diminuer les besoins en insuline et améliorer l'hémoglobine glyquée. Aussi, moyennant l'adjonction de l'administration de calcitriol chez les patients atteints de lupus, on arrive à diminuer l'activité de la maladie, à diminuer les cytokines anti-inflammatoires. Ça a été vérifié pour la CEP, où l'administration de calcitriol diminue l'activité clinique, l'activité biologique en augmentant une cytokine immunomodulatrice, à savoir le TGF-bêta, et en améliorant les lésions radiologiques à l'IRM. Ceci a été valable en matière de Mickey, puisqu'on a montré que l'administration de calcitriol augmente les bactéries bénéfiques et diminue les pathobiontes pour s'opposer à la dysbiose incriminée dans la physiopathologie des Mickey, à diminuer les taux de réussite, mais encore à avoir un effet synergique aux biothérapies, tout en diminuant les effets indésirables de ces molécules, notamment les effets indésirables cutanés. Néanmoins, ces résultats sont mitigés. Ils ont été contestés chez les patients lipiques, ils ont été contestés chez les patients atteints de sclérose en plaques, mais aussi dans le traitement de psoriasis. Et le Mickey n'échappe pas, puisqu'on a montré que la diminution dans certaines études, on a montré que la diminution de réussite n'est pas significative. Et ce qui sort comme explication derrière ces résultats très controversés et très contestés, c'est les doses. Les doses, finalement, ils étaient très variables, et on a à se poser cette question: quel est le seuil d'homéostasie immunologique? En effet, les calcifédiols, c'est-à-dire ce qu'on dose au niveau comme statut en vitamine D au niveau sanguin, c'est un indicateur de réserve et c'est loin d'être la vitamine D active. Il faut savoir aussi que le seuil qui a été fixé par les sociétés d'endocrino et l'Institut de médecine était un seuil pour assurer la préservation de la santé osseuse. Alors qu'en est-il de notre seuil pour maintenir une homéostasie immunologique? En effet, il y a un rationnel fort derrière l'utilisation et l'augmentation des doses de vitamine D pour avoir un effet immunomodulateur. En effet, les études expérimentales, aussi bien in vivo qu'in vitro, montrent qu'on doit recourir à des fortes doses pour avoir cet effet immunomodulateur. Il faut savoir que la supplémentation qu'on est en train de prescrire auprès de nos patients, même s'ils sont sous corticothérapie, c'est une dose très conservative, c'est de l'ordre de 1000 unités par jour. Alors, si on s'expose pendant 14 minutes aux UVB, on est capable de synthétiser 10 fois plus. Et un autre argument de poids, finalement, si on a une mutation au niveau du récepteur à la VDR et des polymorphismes, on aura moins d'affinité pour ces récepteurs. Et on aura recours à de plus fortes doses pour vaincre cette moindre affinité. Ce qui a été derrière ces concepts of the Personal Vitamin D Response Index. Toute la médecine, elle est personnalisée. Il y a une large variabilité interindividuelle concernant l'effet immunomodulateur qu'on peut obtenir grâce à l'administration de la vitamine D. Et c'est expliqué par les enzymes. Les enzymes naissant que c'est des protéines qui sont codées par deux gènes, et les polymorphismes géniques affectent l'affinité de ces
protéines, et notamment le VDR, où on aura besoin de recourir à de fortes doses, notamment chez certains individus. Ce qui a poussé le médecin Coimbra, c'est un neurologue brésilien, à promouvoir la restauration de taux adéquats de vitamine D pour vaincre la physiopathologie des maladies auto-immunes. Il optait pour un protocole avec une prescription de 1000 unités par kilo par jour, tout en monitorant les risques d'hypercalcémie moyennant une hyperhydratation, une restriction des apports calciques et l'exercice physique, et tout en surveillant à la fois l'efficacité par la PTH, tout en la maintenant dans les terciles inférieurs, et l'innocuité aussi sera surveillée, moyennant la PTH qui devra être toujours détectable, parce que si on a une PTH qui est indétectable, c'est-à-dire on a une vitamine D active qui est très augmentée, un ratio calcium sur phosphore sanguin inférieur à 2,6, une calciurie qui devrait être inférieure à 10 millimoles par 24 heures, ainsi qu'une créatinine sanguine qui est maintenue dans le fourchette normale. Ainsi, ces protocoles a pu être vérifié auprès de patients souffrant de vitiligo et de psoriasis, moyennant la prescription de 35 000 unités de vitamine D3 par jour, et le résultat était spectaculaire avec la disparition des lésions de psoriasis et une repigmentation chez les patients atteints de psoriasis. Il reste à s'assurer de l'innocuité de cette vitamine D à très forte dose, et chez ces patients atteints de vitiligo et de psoriasis, la prescription des doses même à 40 000 unités a montré qu'on maintenait le calcium ainsi que la calciurie dans des fourchettes normales, tout en ayant un PTH dans les terciles inférieurs. Il y a une autre étude qui a bien attesté et corroboré l'innocuité de ces protocoles du professeur Coimbra, qui a utilisé ces protocoles auprès de 319 patients ayant des pathologies auto-immunes diverses, et qui a montré que chez ces patients, on a un calcium dans les fourchettes normales, une créate normale, ainsi qu'un calcium urinaire qui reste dans les fourchettes normales. Ainsi, les effets immunomodulateurs de la vitamine D sont largement prouvés in vitro et in vivo, que la dose immunomodulatrice peut être individuelle parce qu'on n'est pas équivaut face à nos polymorphismes génétiques dont le gène impliqué dans le métabolisme de la vitamine D, que deux fois on doit recourir à des très fortes doses pour vaincre la résistance à la vitamine D, et que ces monitorages devra être faits à la fois pour l'efficacité et la toxicité moyennant la PTH, et ces protocoles de vitamine D à forte dose peuvent nous ouvrir le perspective, notamment en cas d'échec des thérapies conventionnelles. Ça mérite d'être investigué par d'autres études. Et enfin, cette vitamine D, elle nous ramène l'espoir d'un rayon du soleil pour percer la tempête inflammatoire et apaiser l'orage cytokinique. Je vous remercie.